Merci d'être déjà là, à l'heure. On a fait ce qu'on a pu pour y être nous aussi, n'est-ce pas? Et on y est. Notre première intervenante dans cette table ronde, qui a la particularité, je vous le dis tout de suite, d'être la table ronde d'un mouvement qui s'appelle Alpha-Psy, autrement dit Alternative Fédérative des Associations de Psychiatrie, qui est une fédération internationale francophone de psychiatrie, qui regroupe donc des professionnels du champ de la psychiatrie, du monde francophone. Bien, cette table ronde, elle est en réalité, en plus d'être la table ronde du colloque de Paris Diderot, d'être donc le 6e colloque interpsy de notre organisation Alpha-Psy. Un peu compliqué peut-être à percevoir, mais bon, on devait faire quelque chose, on l'a fait en partenariat avec le CRPMS, avec le Stop DSM, avec la section psychanalyse en psychiatrie de la WPA, et donc Alpha-Psy. Cette table ronde va regrouper donc 4 intervenants, dont moi, mais on va commencer par la première d'entre elles, le professeur Aïda Sylla, qui se trouve actuellement à Dakar, dans l'impossibilité d'avoir pris son avion faute de visa donné à temps. Et ça, c'est vraiment navrant. Elle est le professeur à Dakar, donc à l'hôpital Fann. Elle est pédopsychiatre, on peut dire comme ça, parce qu'elle s'occupe beaucoup d'enfants, mais surtout, elle est psychothérapeute et systémicienne. C'est grosso modo sa particularité, en plus de sa fonction d'enseignante et de praticienne. Donc Aïda Sylla, il faut le dire aussi, a la particularité d'être non seulement présidente actuelle d'Alpha-Psy, mais aussi secrétaire général de la Société de psychopathologie africaine, et à ce titre d'ailleurs représentante de la WPA pour l'Afrique du Centre et de l'Ouest. Aïda Sylla nous parlera des conditions de formation des psychiatres au Sénégal. C'est son métier. On pourra en dire beaucoup plus, mais restons-en là. Je présenterai peut-être nos collègues, ou je les présente tout de suite, après tout, pourquoi pas. Michel Jurus. Michel Jurus, qui est psychiatre libéral à Lyon. Non? Oui, oui. Ah. Lyon Centre. Oui, oui. Et président de l'Association française des psychiatres d'exercice privé, syndicat national de la psychiatrie privée, la FPEP-SNPP, que certains ici connaissent bien, n'est-ce pas? Qui sera le président d'Alpha-Psy à partir de mai prochain, à l'issue de l'Assemblée générale qui aura lieu à Évian, lors de notre 10e rencontre Franco-Psy, puisque c'est notre manifestation, je ne dirais pas phare, mais amirale de notre mouvement Alpha-Psy. On a plusieurs manifestations particulièrement ciblées. Les rencontres Franco-Psy, les 10e auront lieu donc à Évian, où Michel Jurus prendra ses fonctions de président élu. Les colloques interpsy dont je vous ai parlé tout à l'heure, et nous en sommes un exemple vivant ici avec vous. Et puis un 3e type de manifestation spécifique d'Alpha-Psy qui s'appelle Rencontre Cité Psy,
Ce sont des modèles ou des modules un peu différents, naturellement, mais qui ont chacun, avec sa particularité, son intérêt, sa spécificité. Donc, les rencontres cité-psy sont plus monographiques, on va dire comme ça, ciblées sur une cité et une pratique donnée, etc. La prochaine aura lieu en octobre prochain à Bruxelles, avec nos amis ici présents, Jean-Pierre Lebrun, Paul Duroy et Judith Dérault. Je ne les vois pas trop, là, pour l'instant. Si les voilà. Bravo. Et ce sera donc en octobre 2022. Voilà. Et donc Michel Jurus aura la charge de mener tout ça. Alors, bien sûr, Michel Jurus a également une position dominante dans la région Rhône-Alpes-Auvergne en tant que représentant de l'URPS, élu URPS, des unions régionales professionnelles, des professionnels de santé. Ensuite, il fallait que je vous présente, mais là, il faut que je fasse un petit retour sur mon... Parce que tu m'as envoyé ça il y a pas longtemps. Tu le fais? Je le fais, d'accord. Un instant, s'il vous plaît, le temps d'aller chercher je ne sais où d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de canaux, ça doit être celui-ci. Je vous présente donc notre jeune vice-président d'Alpha-Psy, Raphaël Benamouzi Gezrati. Raphaël, que j'ai connu à Dakar aux 9e rencontres Franco-Psy, c'est-à-dire les précédentes, en mars 2020, que j'ai trouvé formidable et qui s'est tout de suite intégré à notre mouvement, puisqu'il en est tout de suite devenu le vice-président. À l'évidence, pour tout le monde, il nous est apparu comme un élément actif, dynamique, jeune, bien sûr, mais aussi plein d'avenir. Raphaël, c'est un ancien élève de l'École normale supérieure de Paris en lettres et sciences sociales, ancien interne de psychiatrie d'Île-de-France, avec pour particularité 2 stages dominants, un au Mexique et l'autre au Sénégal, où nous l'avons rencontré. Et actuellement, Raphaël, qui est maintenant donc installé, on va le dire comme ça, installé, c'est-à-dire il a soutenu sa thèse dont on parlera tout à l'heure, sans aucun doute, et il est chef de clinique de la Fondation Santé des étudiants de France, et aussi à l'USVSQ. Alors là, bon, c'est encore autre chose. Raphaël, tu nous le diras. Voilà, Raphaël, en plus, pour nous, c'est un élément important parce qu'il est en train de dynamiser notre site internet www.alphapsy-international.org. Voilà, eh bien, tout ceci ont été présentés. Maintenant, on va laisser la parole à notre amie Aïda Silla. On peut envoyer, s'il vous plaît, Aïda Silla. Et chers participants, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole à l'occasion de cette table ronde organisée par Alpha-Psy. Table ronde qui prend place au niveau du colloque que Alpha-Psy co-organise avec le CRPMS de l'Université de Paris, Stop DSM et la section psychanalyse en psychiatrie de la WPA. En effet, ce colloque est en même temps les 6e interpsy a pour thème quel dialogue entre psychiatrie, psychologie clinique et psychanalyse. Et donc, cette table ronde Alpha-Psy aura pour thème quelle formation clinique des psychiatres et des psychologues. Cette table ronde nous donne l'occasion donc de réfléchir autour de la formation de ces professionnels et j'aurai à parler de la formation des psychiatres qui de plus en plus prennent le nom de professionnels de santé mentale au Sénégal, pays où j'exerce dans le domaine public et où j'enseigne
la psychiatrie, mais aussi où je participe à la formation d'infirmiers et de travailleurs sociaux intervenant dans le domaine de la psychiatrie. Le terme de santé mentale est venu de plus en plus recouvrir une pratique, la pratique de la psychiatrie, qui quelquefois a pu ne pas être perçue comme une pratique médicale. Et nous allons voir dans mon développement ces différentes étapes donc qui ont marqué l'évolution des termes, mais aussi l'évolution de ce que recouvrent ces mêmes termes. La psychiatrie au Sénégal a un grand héritage d'une forme asilaire qui a pris naissance à la colonisation, où la priorité des services de santé était de lutter contre les grandes endémies infectieuses. Et dans ce contexte, donc, la psychiatrie avait beaucoup plus comme mission de contenir les troubles dysfonctionnels qui pouvaient donc perturber la vie d'ensemble, ou du moins une certaine vie d'ensemble que l'autorité devait mettre en place avec une certaine cohésion qui devait exister. Et donc, c'était beaucoup plus des structures destinées à accueillir ceux qui dérangeaient, ceux qui polluaient un peu l'espace public. Et vous verrez des termes comme encombrement humain de la capitale, termes donc qui désignaient aussi bien les malades mentaux, mais tous les autres malades démunis, mais des personnes qui avaient un mode de vie de rue du fait d'une certaine précarité. Et donc tous ces individus étaient souvent ramassés, raflés, entassés dans des structures où il fallait beaucoup plus les contenir, les trier, et s'il y avait des maladies graves, les soigner. Et au cours du temps, donc, sont nés des services spécialement dédiés à la pathologie mentale, où les malades donc pouvaient être accueillis, traités, et de plus en plus, on a pensé à une réinsertion, c'est-à-dire à leur retour vers un fonctionnement social adéquat. Il faut noter que ces structures de psychiatrie humanisées, qui ont pris le relais donc des premiers asiles, recevaient des malades, mais aussi un certain type de personnel, pour l'essentiel expatriés, qui venaient donc de la métropole dans la colonie et qui avaient besoin d'écouter, qui avaient besoin d'entendre, qui avaient besoin de comprendre. Et donc, dans ce sens, un personnel auxiliaire local a été recruté. Et nous pouvons voir dans les premiers textes de Henri Collot que le recrutement de ce personnel local mettait beaucoup plus l'accent sur leur capacité de compassion, sur leur possibilité d'être à proximité des patients, sur leur possibilité de rester, de parler, d'écouter, afin de transcrire aux médecins qui pouvaient donc comprendre les symptômes qui étaient masqués par une certaine expression spécifique à la culture à laquelle appartenaient ces personnes et qui était différente de la culture des soignants. Et cette disposition des premiers auxiliaires des soignants a généré une certaine atmosphère, une certaine ambiance dans les services qui ont fait que les malades s'y sont adaptés, s'y sont plu et peut-être même s'y sont hyper adaptés. Parce que dans les écrits de René Galbert Haï, qui est l'un des premiers psychiatres africains formés à Dakar et qui était originaire de l'ancien Dahomey, aujourd'hui devenu le Bénin, il dénotait une hyperadaptation des patients au point que les familles avaient tendance à les délaisser dans le service. Parce que ces patients, une fois retournés dans leur famille, n'arrivaient plus à s'adapter parce que la compréhension dont faisait montre le personnel soignant des structures n'était pas retrouvée dans leur milieu de vie
d'origine. Ce qui faisait aussi que quelque part, les soignants qui étaient dans ces structures étaient tout aussi stigmatisés que les malades. Et ce stigma persiste encore parce en parlant des malades mentaux, la population peut facilement dire aux soignants, vos gars, à vous et vos gars chez vous, vos gars qui se plaisent à vous. Et à un moment, on a pu penser aussi que même au niveau du personnel soignant, différent de ces premiers auxiliaires recrutés, certains avaient un tropisme particulier vers les malades mentaux, eux-mêmes s'y sentaient hyper adaptés, au point où des soupçons sont apparus par rapport à ceux qui se destinaient à la profession de psychiatre, ce qui, dans la formation, a fait instituer ce qu'on appelait une année d'observation, une année probatoire qui consistait à laisser le futur psychiatre, candidat à cette formation, séjourner dans le service et être observé par ses pairs plus anciens pour voir s'il était apte à être psychiatre, c'est-à-dire s'il ne présentait pas lui-même des difficultés d'ordre mental qui pouvaient perturber son exercice. Et à l'issue de cette année probatoire, lorsqu'il était observé que ce candidat avait des difficultés pour établir des relations avec les patients, mais avec le personnel, il lui était conseillé de se réorienter vers d'autres disciplines médicales qui feraient beaucoup moins appel à des compétences relationnelles. Il se trouve qu'actuellement, officiellement, cette année probatoire a été supprimée parce qu'il y a eu une homogénéisation de la formation au niveau de l'espèce CEDEAO et qui de plus en plus veut se focaliser sur des objectifs pratiques, des objectifs mesurables, des objectifs qui ne pourraient pas laisser une marge subjective. Et donc, officiellement, cette mise en observation n'existe plus, mais lorsque l'équipe d'encadreurs sent des difficultés chez un candidat à la formation de psychiatre, il le lui est notifié et une discussion est mise en place afin de lui conseiller de s'orienter vers d'autres disciplines qui seraient peut-être moins problématiques pour lui, parce qu'on pense que pour être un aidant, il faut être soi-même bien solide sur un certain plan pour pouvoir offrir de l'aide à des patients qui souffrent. Il faut noter aussi qu'à un moment, les autorités avaient tendance, surtout au niveau du personnel paramédical, à affecter en psychiatrie des personnes qui n'arrivaient pas à s'adapter ailleurs, qui posaient problème dans d'autres équipes. Ils avaient en arrière-pensée donc qu'en psychiatrie, ils pouvaient être compris par leurs collaborateurs et du coup rester là. Mais il se trouve que cela a créé beaucoup de problèmes lorsque dans une équipe qui devait prendre en charge des personnes souffrant de maladies mentales, qu'il y ait une trop grande proportion de personnes qui elles-mêmes avaient des troubles mentaux et donc à ce niveau, des décisions ont dû être prises. Nous parlions aussi de cette notion de santé mentale qui est venue recouvrir celle de psychiatre, parce que dans nos titres, nous parlons plus de professionnels de santé mentale, qui a été un conseil des spécialistes de santé publique, des décideurs, que ce terme pouvait être beaucoup plus large parce qu'on avait tendance à voir que la maladie mentale n'était pas carrément considérée comme un problème de santé. Les médecins non psychiatres ne s'y intéressent pas, alors qu'à un niveau très décentralisé de soins, on ne trouve pas forcément des psychiatres ou des psychologues. Déjà même que dans nos hôpitaux, nous n'avons pas de psychologues. La formation en psychologie étant arrêtée à Dakar donc depuis mai 1968. Donc, il faut s'appuyer sur des infirmiers, mais aussi sur des médecins généralistes en première ligne pour un dépistage des troubles mentaux,
une certaine forme de prise en charge avant de les réorienter vers des structures spécialisées. Et donc, cette nouvelle conception de santé mentale amène les spécialistes à collaborer avec l'ensemble des autres médecins, aussi bien pour les capacités afin qu'ils puissent accueillir la souffrance psychique, mais aussi collaborer avec eux afin qu'ils puissent prendre en charge des personnes souffrant de maladies mentales, mais présentant par ailleurs des maladies organiques, mais aussi collaborer avec les psychiatres afin qu'une aide puisse être apportée par rapport à la souffrance psychique des malades souffrant de pathologies organiques, parce que c'est un autre aspect qu'il ne faudrait pas ignorer pour avoir une prise en charge globale, pour ne pas dire holistique, des malades. Donc, nous voyons que dans notre contexte de travail où les ressources humaines sont assez réduites, ce à quoi va se destiner ce nouveau professionnel de santé mentale. Et en plus de ça, dans ce contexte, c'est plus souvent les familles qui accompagnent, qui demandent, mais aussi qui payent les soins. Et ces familles demandent souvent à être informées, à être associées et à participer à la prise en charge. Et donc, ce professionnel de santé mentale doit savoir les écouter, mais aussi les accompagner afin qu'ils puissent mieux accompagner le malade dont ils vont s'occuper. Il est aussi apparu que ce professionnel de santé mentale devra aussi être un militant, parce que la santé mentale reste le parent pauvre de la santé. Les budgets ne sont pas octroyés parce que cela ne paraît pas prioritaire. Et aujourd'hui, être professionnel de santé mentale signifie être un militant. Un militant qui va sensibiliser les pouvoirs publics afin qu'ils accordent de l'importance à ce domaine, afin qu'ils accordent des ressources pour que ce travail donc puisse être fait. Et donc, nous voyons à quoi se destine ce professionnel, en plus du fait, et ça, c'est l'aspect professionnel qui va émerger, que les familles sont de plus en plus exigeantes, mais aussi de plus en plus pressées pour le rétablissement de leur membre qui est malade. Les termes qu'on utilisait avant, cœur d'off, la maison des fous, et qui coïncidaient avec une période où les malades pouvaient rester très longtemps dans les structures de psychiatrie, sont actuellement remplacés par un autre terme pour nommer les structures comme dalal khel, apaiser l'esprit, mais apaiser l'esprit très rapidement au point où, à l'admission, les familles qui doivent payer, supporter les soins vont demander aux spécialistes combien de temps il fera dans vos structures. Il faut nous le dire, ce sont vous les professionnels, nous devons savoir à quoi nous attendre. Donc, pour vous montrer qu'aujourd'hui, le spécialiste, le psychiatre que nous formons doit être armé de plusieurs compétences, doit être capable de mettre plusieurs casquettes. Et lesquelles casquettes devront l'aider à répondre aux multiples demandes qui lui sont adressées par les patients, mais qui lui sont adressées aussi par les familles. Pour conclure, nous dirons que ce professionnel devra être capable de diagnostiquer et de traiter les maladies mentales, d'être à l'écoute et d'accompagner les familles et les proches, d'être un médecin généraliste pour les malades mentaux, mais aussi d'être un régulateur des urgences vitales lorsque des patients souffrant de troubles mentaux sont concernés, de sensibiliser les médecins aux dimensions psychiques de la souffrance humaine, mais aussi de militer pour influer sur les décisions des pouvoirs publics. Je vous remercie de votre attention.
Chers amis et chers participants, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole. Bravo. En remerciant le professeur Aïda Sylla, on va lancer un petit débat rapide, mais enfin, je suppose intéressant. Vous avez pu constater qu'il s'agit quand même, et avant tout, d'un transfert énorme entre des prises en charge de nature socio-traditionnelle qu'elle n'a pas évoquée directement, il y a fait allusion, vers des prises en soins modernes, disons, autrement dit, inspirées de la culture et de la formation psychiatrique européenne et française en particulier. Alors c'est pas rien, parce que ça modifie beaucoup de choses. C'est à la fois un héritage, comme elle l'a dit, de la colonisation, mais en même temps, c'est une révolution culturelle pour ces familles qui, jusque-là, avaient recours aux sorciers, ou tout simplement au groupe d'appartenance, familiale ou autre, dans des rituels divers selon les régions d'Afrique et du Sénégal, et qui maintenant se retrouvent dans des services où cette psychiatrie moderne s'exerce, mais où les moyens ne suivent pas. Ils sont donc pris dans une dimension à la fois de modernité et d'avoir à inventer un accompagnement économico-social particulier. On l'a vu notamment encore il n'y a pas si longtemps, au dernier congrès que nous avons fait au Sénégal. On en a fait 2, en 2009, certains d'entre vous y étaient, et puis en 2020, juste avant la pandémie. On est rentré d'ailleurs à 48 heures près, sinon on serait encore au Sénégal. Et on a pu constater justement comment s'est opéré le transfert grâce à un éminent confrère que probablement beaucoup d'entre vous connaissent, le docteur Henri Collomb, qui était médecin militaire et qui s'est tellement intéressé à la culture sénégalaise qu'il n'a pas osé imposer la culture européenne et psychiatrie européenne, avec les classifications de l'époque, c'est-à-dire des années 30-40, on va dire comme ça, puisque lui, il était dans les années 50-70. Et donc, il s'est intéressé à la culture sénégalaise, il s'en est inspiré même pour recomposer quelque chose en termes à la fois cliniques et d'accompagnement et de soins, avec les familles. Et on a entendu le professeur Aïda Sylla préciser à quel point les aidants familiaux sont importants. Voilà. Alors, je vous ai juste brossé ces petites, un tableau général, comme ça, un arrière-plan, de manière à ce que vos questions puissent venir se poser à bon escient, si je puis dire. Enfin, en ayant en tête ce contraste entre, évidemment, la modernité en psychiatrie, qui était, ne l'oublions pas, le thème de notre dernière manifestation donc à Dakar, la 9e rencontre Francopsy, à quoi nous avions impérativement ajouté 2 points, modernité en psychiatrie, 2 points, l'exigence psychodynamique. Bon. Mais en ce qui concerne ce problème de la modernité en psychiatrie, c'est à la fois un bienfait de l'Occident,
mais à la fois un nouveau problème qui leur est posé, vous l'avez entendu, dans la formation pour les psychiatres. Il y a peu de moyens pour la formation, mais aussi pour l'accompagnement des familles, qui cette fois payent non pas en nature, mais en monnaie, et qui demandent donc des comptes, au fond. Et ça rejoint un petit peu ce qui a été dit hier, si vous vous souvenez, avec les parents d'enfants institutionnalisés. Donc voilà, je vous laisse la parole maintenant quand même, un petit peu. Ou bien... Ah voilà, Marie-Noël. Marie-Noël Benoît. Qui participait d'ailleurs au congrès de Dakar. Je suis arrivée un peu plus qu'en retard pour l'exposer, mais je n'ai pas entendu que Aïda développait justement une espèce de traduction, disons, de ce qu'on peut faire en psychiatrie par rapport à l'expérience de Colomb. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose où l'expérience de Colomb vienne un peu interpénétrer et qu'il y ait une traduction justement spécifique au Sénégal d'une prise en charge des malades mentaux qui aurait été une espèce de oui, d'interprétation. Mais je n'ai pas entendu ça. Est-ce qu'elle a pu l'exprimer, non? Ou ça ne se fait pas? Tu as raison, Marie-Noël. Elle ne l'a pas dit clairement. Et la preuve, enfin pour nous en tout cas, qui étions sur place en Casamance, elle a fait la découverte un peu comme nous, des pratiques qui encore se font un tout petit peu dans ces régions reculées du Sénégal. Elle en a parlé là-bas, ici non. C'est comme si c'était maintenant un peu oublié. Il ne faut pas oublier qu'elle est de formation assez récente malgré tout, elle est jeune, vous l'avez vu, hein, elle a moins de 10 ans d'exercice dans sa spécialité, dans sa de professorat, hein, d'enseignement. Et elle enseigne plutôt sur le nouveau registre. On a un peu oublié Henri Colomb, c'est fini. C'est pour ça qu'elle n'en parle pas. C'est fini. Ils sont sur un nouveau registre médical, économique et social, et dont on a entendu la difficulté à se mettre en place, malgré tout. Mais l'importance de la famille et qui aide justement oui, à cette mais d'une autre manière. Bon, c'est un point d'interrogation. Donc ça retarde peut-être je sais pas, quelque chose de peut-être plus efficient au niveau de la prise en charge des malades mentaux, spécifiquement au Sénégal, sur une méthode presque sénégalaise. Ça pourrait très bien se concevoir. C'est-à-dire qu'au fond, la famille, les aidants, je ne sais pas, rentrent un peu plus dans l'hôpital, mais il faudrait le penser autrement. Alors, elle n'a rien dit de tout ça, elle ne répond pas parce qu'elle n'est pas là, d'accord ? Je ne vais pas répondre à sa place, j'apporte quelques éléments, je vais en apporter un autre, un peu différent, et puis je laisse la parole ensuite. Elle nous entend. Elle nous entend, Ah, si elle est en ligne? Alors, Aïda, si tu nous entends, comme dit la mais chanson. je ne sais pas si elle peut... Je ne sais pas si elle peut participer, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais elle Je sait... ne crois pas. À mon avis, je ne crois pas. Mais bon, si vous l'avez en ligne, vous la présentez. Ce que je voulais dire en attendant qu'elle ne parvienne peut-être en ligne, c'est que ce qu'elle décrit là, ce que tu viens de rappeler, Marie-Noël, me renvoie à une autre expérience qui nous a été rapportée par une autre de nos consoeurs, l'expérience indienne. Là encore, dans cette culture-là, la famille est... Elle est là. Alors, voilà. Oui, juste en réponse à Marie-Noël par rapport à l'expérience de Henri Colomb que je n'ai pas expressément évoquée ici. J'avais 15 minutes pour parler de la formation actuelle des psychiatres. J'ai évoqué quand même l'historique
même le recrutement par Colomb de ses auxiliaires et de ce que cela a donné par la suite, leur évolution, et comment les familles étaient aujourd'hui présentes et demandeuses. Et je pense que nous ne sommes plus dans le schéma de l'un ou de l'autre, mais en essayant de faire la synthèse entre les deux, je crois qu'avec ce que nous savons, les familles sont reçues, les familles sont écoutées et les familles sont accompagnées, sans pour autant que les psychiatres ne soient en compétition avec les guérisseurs, avec les marabouts, qui n'agissent pas sur le même registre. Et ce qui est tenté, c'est d'essayer, même si parfois des plaintes de nature qui renvoient à ces guérisseurs sont évoquées, de les retravailler pour les entendre autrement, ce qui permettra aux psychiatres formés aux techniques occidentales de pouvoir travailler aussi bien avec le patient, les familles, mais aussi les autres co-intervenants qui sont derrière tout cela. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les familles continuent à consulter ces autres soignants en même temps que les psychiatres. Oui, justement, je pense que de les intégrer, de travailler avec, c'est quelque chose, ils font partie prenante de la famille, au fond, puisqu'ils font partie prenante de leurs croyances. Mais bien sûr, on ne peut pas les occulter. Hein. Je ne m'opposerai jamais à une famille qui veut aller faire des rituels. Même si je n'en fais pas moi-même, je reste aussi attentive à ce qui est fait lors de ces rituels, à comment le patient a progressé avec ce rituel et j'en tiens compte. Et si je le peux, échanger aussi avec ce spécialiste. Mais ce n'était pas l'objet, si tu veux, du propos, raison pour laquelle je ne l'ai pas abordé ici, parce que je ne forme pas de psychiatres à faire des rituels. Pas encore. C'est une autre forme de rituel. Autre question? Alors, on va donner la... Oui, bonjour Aïda, c'est Yorgos. Bonjour. Dimitriadis. Et donc, je voulais poser une question. Vous avez dit qu'il n'y a pas de formation de psychologue au Sénégal depuis 68, si j'ai bien saisi. Voilà. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour cela? Enfin, sûrement, il y a des raisons, mais je sais pas. Qu'est-ce que vous percevez, je veux dire, par rapport à cette absence de formation de psychologue? Oui. La raison immédiate, particulière que je connais, ça a coïncidé avec les événements de mai 68 qui ont aussi été vécus à Dakar avec un mouvement de contestation au niveau de l'université de Dakar, au département des lettres et sciences humaines où était le département de psychologie. Et pour les autorités, les psychologues étaient les gros fauteurs de troubles. Et dans leur stratégie de contrer ce mouvement, ils ont tout bonnement fermé le département de psychologie qui est en train seulement maintenant d'être réouvert et nous espérons que cette formation sera reprise. Peut-être ce qui est à interroger, c'est qu'on soit resté aussi longtemps sans penser le rouvrir parce que mai 68, voilà, c'est il y a très longtemps. Mais c'est seulement maintenant qu'on pense reprendre les activités du département de psychologie. La parole est à Alain Vanier. Juste un mot. Merci pour votre intervention. Moi, j'étais très sensible au fait que je retrouvais, au fond, à l'âge que j'ai, des tas de choses que j'ai rencontrées dans ma pratique ici. C'est-à-dire, à la fois quand j'ai fait des remplacements de médecine générale, la présence... d'un sorcier, je ne sais plus, qui avait un pouvoir dans les mains et que tous les patients voyaient avant de venir me voir. Et puis, dans ma vie de psychiatre, il y avait une année probatoire aussi qui a été abandonnée avec la nouvelle psychiatrie. Et ça, c'est pas banal, parce que c'était quand même un élément très important pour rentrer et faire le parcours en psychiatrie. Et puis, dans le département de psycho, quand j'y suis arrivé,
l'université choisissait de mettre dans le département, je pense à ce que vous disiez concernant ceux qui venaient travailler dans le service de psychiatrie, eh bien, on avait droit à tous les patients en mi-temps thérapeutique, en emploi protégé, etc. À un certain moment, j'avais l'impression, quand je passais de l'hôpital à l'université, de retrouver le même contexte. Voilà, il a fallu faire un peu le ménage pour que le département de psycho ne soit pas le lieu d'accueil de tous les patients sortant, tous les patients fonctionnaires sortant des problèmes. Voilà, donc je pense qu'il faut, bien sûr, il faut donner une place aux éléments culturels, il ne faut pas trop leur donner trop de place, contrairement à ce qu'on pense. Voilà. Oui. Non, un peu plus fort. L'humour, c'est que la fac de psycho dans laquelle je suis rentré dans les années 90 a été fondée en mai 68. C'était Paris 7. Information. Merci. Qui d'autre? Plus de questions? Plus de questions non plus. On passe. On dit merci à professeur Aida Silla. À très bientôt avec ton visa. Et ton visage. Donnons la parole, oui. Nous donnons la parole à présent à Raphaël Ezrati, qui va nous énoncer quelque chose autour de la question du regard du psy. Hein, on va dire comme ça, c'est le cœur de ta thèse, et ça c'est très intéressant aussi. Très intéressant. Allez, Raphaël. Ok. Alors comme disait Aïda, au Sénégal, les familles, elles sont parfois exigeantes et pressées, et elles demandent du coup combien de temps ça va prendre l'hospitalisation. Alors on a pris un peu de retard. Donc combien de temps ça va prendre mon intervention? À peu près 10 minutes, pas longtemps. Et vous pouvez m'arrêter si c'est trop long. Voilà, merci beaucoup. Mais juste une petite note. Il y a la clé d'une voiture qui a été retrouvée à l'entrée, la clé d'une Mercedes. Voilà, donc si quelqu'un... Ah oui. Encore? Ah, je dis ça peut être utile à quelqu'un qui aurait oublié sa Mercedes. Voilà, ou quelqu'un sur Zoom qui l'a oublié. Ok. C'est pas une nouvelle clé. Alors, c'est pas une nouvelle clé, j'espère pas. Ok. Alors merci beaucoup à tous de l'invitation ici, aux membres d'AlphaPsy qui sont présents ou qui malheureusement, comme Aïda, sont présents et en même temps loin au Sénégal. Des pensées particulières pour les organisateurs de ce colloque, dont Yorgos et Jeline, qui malheureusement n'est pas ici avec nous, alors même que c'était son anniversaire hier à cause du Covid. Donc c'est triste et une pensée spéciale pour elle. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, encore une fois, à Jeline. Voilà. J'ai intitulé ma présentation « Psychodynamique du regard psy ». Alors j'aurais pu dire « Psychodynamique du regard psychiatrique » ou du regard clinique, mais j'ai mis « regard psy » pour être un peu plus inclusif, parce que c'est la mode aujourd'hui, l'intersectionnalité, c'est de tout englober, les luttes de telle ou telle minorité les unes avec les autres. Et donc les psychologues, les psychanalystes et les psychiatres, toutes les minorités opprimées du soin sont présentes ici. Dans ma présentation aussi, ce colloque donc est très intersectionnel. On pourra ajouter des anthropologues, des infirmiers, des aides-soignants, ça serait encore plus... J'ai jonglé un peu avec les termes. Souvent on dit psychodynamique en pensant à la psychanalyse, pour ne pas être clivant peut-être, ou parce que les références à la psychanalyse aujourd'hui peuvent entraîner des crispations, malheureusement, mais on le sait. Pour certains, c'est un gros mot, comme pour d'autres, neurobiologie, c'est un gros mot. Alors, la psychanalyse parfois avance masquée, moins ici qu'ailleurs, à l'évidence. Mais moi, j'ai fait ma cuisine entre le thème du colloque et celui de ma thèse de médecine, qui était sur le regard de l'autre. Alors voilà, les changements dans le regard, entre l'avant et l'après des études de médecine et de psychiatrie. Selon mon expérience à moi, qui est singulière, je vous l'accorde, pour toutes sortes de raisons, mais d'abord parce que c'est la mienne, aussi parce que j'étais étudiant plutôt en sciences humaines au départ, et que j'ai commencé la médecine tard. Mais pour reprendre le sujet qui a été introduit hier par Bruno Falissard,
mon directeur de thèse par ailleurs, le singulier et l'universel, c'est en décrivant le singulier d'une façon singulière qu'on accède parfois à une connaissance pas forcément universelle, mais du moins plus large, plus précise, commune ou partageable. Donc la psychanalyse peut être un chemin vers cela, et j'espère ainsi me faire pardonner le côté anecdotique de mon intervention à cette table ronde. Alors en ce moment, il y a pas mal d'amis qui passent leur thèse, et ça se passe bien pour eux, comme pour moi l'année passée. La thèse en médecine, c'est un rite de passage. On copine avec Hippocrate, qui est en général plutôt de bonne humeur ce jour-là, malgré son regard sévère. Le jury copine un peu plus que d'ordinaire avec nous. Jury dont j'avais choisi certains de mes membres à l'époque parce que ça m'avait rassuré de les voir ici même, parler à ce colloque en fait. Et voilà qu'on est docteur, en vrai de vrai, c'est officiel. Donc voilà, je suis psychiatre. Vous m'excuserez, personne n'est parfait. Mieux vaut que les masques tombent. En ce moment, ils tombent rarement. Entre parenthèses, si j'avais su, j'aurais peut-être attendu un an, comme ce colloque, pour faire ma thèse en présentiel. Parce que moi, j'ai vu tous mes amis avec les champagnes, les petits fours, les chocolats, le grand-père qui rencontre les PUPH, et c'était plutôt sympa. Trêve de parenthèse, la thèse, c'est quoi? C'est le passage de l'autre côté. Et qui sanctionne quoi? La synthèse de quoi? De tout un parcours de formation, dont a très bien parlé Aïda à propos du Sénégal. On accepte le rôle, on endosse une posture, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui a changé aussi. Le regard. Il a plus d'expérience, il reconnaît plus rapidement les signes, il est plus habitué à la souffrance, il en a vu d'autres, plus habitué aux symptômes, à les classer, à faire quelque chose avec tout ça. Il est moins naïf donc, moins ingénu. Il accepte plus ou moins le système dans lequel il travaille, parce qu'il en comprend en partie l'intérêt. Il en connaît aussi les limites, il s'en accommode plus ou moins, parfois moins, et donc il reste une volonté de faire bouger les lignes dont témoigne ce colloque. La formation a l'avantage de nous donner un peu d'expérience, un peu de connaissances, la vie aussi, sans doute pas assez. Un autre des sujets du colloque, c'était le nivellement par le DSM par exemple, ou d'autres choses à propos de la formation. Mais la formation, ça nous confronte aussi au regard des aînés, et ce n'est pas toujours une rencontre facile. Il y a parfois un écart entre ce qu'on s'imagine être le regard psy, neutre, distant mais bienveillant, jugeant mais avec rigueur, et la réalité. Regard jugeant mais parfois l'emporte-pièce, ou préoccupé du respect du cadre, triant les patients compliants des autres, soupçonneux, voire méfiant ou expéditif. Alors, comme interne inexpérimenté, on a parfois tendance à trop coller au discours du patient, à ne pas savoir que faire ou que proposer, à se laisser dépasser, à ne pas avoir de cadre pour faire quelque chose avec ce qu'on nous dit, à mal hiérarchiser. Autre anecdote, justement, au tout début de mon internat, je me souviens qu'une chef, qui par ailleurs m'appréciait, avait dit à un moment « Gentil n'a qu'un œil ». Alors je ne connaissais pas ce proverbe. Elle voulait me donner un conseil, ou me faire un reproche narquois peut-être, je ne sais pas. Hein. Elle voulait dire sans doute « Trop de bienveillance empêche de bien voir les choses ». Parfois la méfiance du policier, du psychiatre aguerri, du détective aiderait à mieux voir. Freud joue beaucoup là-dessus dans ses cas cliniques, parfois dignes d'un autre médecin reconverti de la même époque, Arthur Conan Doyle et son Sherlock Holmes. Donc la psychiatrie, c'était pas seulement aider les gens, ou vouloir les aider, et les comprendre. Certes. Et ça, je commençais à le comprendre, moi. Mais je voulais pas, moi, que ma psychiatrie se limite à se débarrasser des gens, à appliquer un savoir à la va-vite, à ne pas laisser place aux doutes, aux interrogations et aux hypothèses. Parfois, devant les exemples que j'avais devant les yeux, et que je ne vais pas citer, dans certains stages, je me disais, méchant n'en a même pas d'œil. L'idée de gentil n'a qu'un œil m'a accompagné un moment. J'ai compris qu'il fallait apprendre à discriminer, juger, évaluer, classer, regarder derrière les apparences, ne pas avoir peur de demander les choses directement, dire, peser l'importance de tel ou tel symptôme, de mesurer la profondeur de telle ou telle souffrance. Ce que Foucault a appelé le regard clinique, dans son ouvrage « Naissance de la clinique », est ce que moi j'appellerais le regard froid. Hier, j'ai eu un problème avec mon vélo. Il y a la pédale qui s'est détachée en rentrant du colloque. J'étais content que le réparateur près de chez moi, il ait ce genre de regard un peu froid, technique, pas dénué de passion d'ailleurs, un regard froid, pas dénué d'intérêt, pas dénué de respect. Il a pris quelques vis et il a remis ça. Mais est-ce que ce regard froid en psychiatrie suffit?
Il y a aussi cette volonté d'aider, de soigner, cette curiosité pour la matière humaine, pour le patient, pour la rencontre. Et la flamme du médecin ou du psy, qui paraît parfois un peu naïve ou un peu mièvre au départ, peut se transformer en quelque chose de beau, une qualité d'écoute, de regard, une qualité dans la relation thérapeutique ou dans l'alliance. Et c'est ça qu'on pourrait appeler peut-être le regard chaud. D'un côté, sans ce regard chaud, on court le risque d'une psychiatrie déshumanisante, scientiste, objectifiante et désincarnée. Et sans le regard froid, on court le risque de quelque chose de trop flou, trop peu transparent, trop amorphe. On pourrait paraphraser Paul Éluard, qui écrivait que la douceur était la conjonction d'un œil ouvert avec un œil fermé, en disant que la psy, c'est la conjonction d'un œil froid avec un œil chaud. Et là où je veux en venir, c'est que s'il y a une dynamique du regard qui évolue et change tout au long des études, parce que si ça s'appauvrit, c'est pas bon signe, entre l'avant et l'après, c'est pas le passage d'un regard froid à un regard chaud, ou d'un regard chaud à un regard froid, c'est une augmentation dans les deux dimensions, une augmentation dans la richesse de ces deux regards. Et c'est grâce à des exemples d'aînés qui nous confortent dans notre voie, en maniant les deux, qu'on peut maintenir ce cap-là. Alors je mentionnerai à ce sujet, et pour faire écho à ce dont a parlé Aïda, l'exemple de Dakar. C'était mon stage d'internat que j'ai préféré, et je l'avais choisi, et c'est là que j'ai vu de mes yeux le mieux manier ces deux regards. Des médecins qui étaient vraiment très compétents et très savants, à l'hôpital psychiatrique, à l'hôpital principal de Dakar où j'étais, très dédiés, très rigoureux, et en même temps des êtres humains qui étaient très charismatiques, qui savaient rire avec les patients, qui savaient plaisanter, changer de loupe, changer de regard ou d'attitude quand il le fallait. Alors je rejoins complètement Aïda, qui disait que les professionnels de santé mentale, c'était des militants. Ben oui, parce que dans l'univers pressé d'aujourd'hui, dans l'univers où on n'a pas beaucoup de moyens, où on n'a pas le temps de faire les choses, et je sais parce qu'en ce moment, par exemple, en tant que chef de clinique, je peux avoir des journées avec vraiment beaucoup de patients à voir, c'est difficile de maintenir ça. Donc, ça appelle à quelque chose de l'ordre personnel, quelque chose de l'ordre aussi politique, parfois au collectif, et dont témoigne ce colloque, qui est très important. Voilà, elle disait, Aïda, je me souviens qu'elle a parlé des médecins qui ont plusieurs casquettes, et M. Alain Vanier aussi. Effectivement, c'est des médecins qui avaient plusieurs casquettes, et moi j'ajouterais plusieurs regards. Le regard du médecin généraliste très bien formé, le regard du soignant, du thérapeute, et aussi voilà, ce militantisme un peu dans la rigueur du travail et le fait de se dédier complètement à ça. C'était des super médecins un peu. Voilà. Malheureusement, je pense aussi à des contre-exemples. Bonjour la prison de Fresnes, ou coucou tel ou tel chef que je ne mentionnerai pas. Alors, on fait toujours des fautes, des erreurs, on n'a pas de boule de cristal, on doit se contenter de ses yeux et de ses oreilles, bien entendu, mais tant bien que mal, on essaye d'affiner ses sens et ses regards de clinicien à force. Et l'intérêt d'être trimballé d'un stage à l'autre tous les 6 mois, parachuté ici ou là, en gérontopsychiatrie ou en addictologie, en secteur à Perpète-sur-Marne ou en prison, pour moi au Mexique, au Sénégal, c'est de donner, si ce n'est des connaissances, au moins un élargissement du champ d'expérience et parfois dans la douleur. Voilà. Donc il ne faut pas oublier l'un des deux regards en route. Comme la pédale de mon vélo, quand elle est tombée, le vélo ne roulait plus. J'ai parlé de regard chaud et de regard froid, de façon schématique bien sûr, mais permettez-moi d'ajouter que les troubles psychiques ayant une complexité magnifique, les intrications biologiques, neurologiques, sociales, familiales, professionnelles, humaines, les conditions politiques, économiques et bien sûr culturelles sont inséparables de nos problématiques. Alors on ne peut se contenter d'un seul regard. Le regard clinique doit s'accompagner de tous les autres. Il faut avoir le temps et l'humilité aussi, ça ne marche pas toujours. Apprendre à s'affirmer mais aussi à s'effacer, à savoir regarder les mots de l'autre, mais aussi sa propre position et sa propre parole. Comme l'écrit Jean Starobinski, à la fin du prologue de son livre L'œil vivant, lui qui avait été interne de psychiatrie avant de devenir un des tout plus grands, selon moi, critiques littéraires de notre temps, il écrivait « Il n'est pas facile de garder les yeux ouverts pour accueillir le regard qui nous cherche. » Et il concluait, c'est la dernière phrase, « Regarde afin que tu sois regardé. » Voilà, ça fait un peu plus de 10 minutes et j'aimerais laisser un peu de temps à mes aînés. Je ne sais pas s'il me reste 1 minute, peut-être, pour conclure. Bah oui. Juste 1 minute pour conclure, voilà. Je vais rappeler une petite parabole. Non, je croyais que tu faisais ça. Ok, une petite parabole c'est une parabole indienne, mais elle a été reprise par un grand penseur, poète et mystique de langue persane, mais qui était en Turquie, Rumi.
Enfin, ce n'était pas la Turquie à l'époque. Parmi donc bien d'autres, il a repris cette histoire. C'est des Indiens qui amènent un éléphant dans une maison obscure. Et dans cette maison, on n'y voit rien. Donc, on invite des gens qui vont toucher l'éléphant avec leurs mains, avec la paume de leurs mains, kaf en persan. Il y a quelqu'un qui tombe sur la trompe de l'éléphant et il dit ça c'est un tuyau. Quelqu'un il tombe sur l'oreille et il dit ça c'est un éventail. Quelqu'un sur la jambe et ça c'est un pilier. Mais dit Rumi, si on allumait la lumière dans la maison, tout le monde verrait un éléphant. Et du coup, psychologie clinique, psychanalyse et psychiatrie, l'important c'est un peu de rallumer la lumière et de permettre qu'il y ait un dialogue pour qu'on voit les choses telles qu'elles sont. Rumi poursuit avec une phrase énigmatique. L'œil de la mer est une chose, l'écume en est une autre. Laisse là l'écume et regarde avec l'œil de la mer. Et qu'est-ce qu'il entend par là? L'écume, c'est un jeu de mots avec kaf, la paume de la main. C'est, on va dire, la superficialité. Il faut se rapprocher d'un regard dont l'horizon ce soit la mer, c'est-à-dire quelque chose de plus vaste. Donc je vais vraiment terminer. Le regard change entre l'avant et l'après. Et idéalement, il faut faire en sorte qu'il change à l'inverse de la qualité de ma vue, qui entre le début de mes études et il y a plus de 15 ans maintenant, et maintenant a perdu pas mal de points. Et il faut qu'il reste donc humble, plus riche, plus vaste, et en même temps qu'il comprenne qu'il y a beaucoup de choses qui restent secrètes et obscures. Merci beaucoup. Raphaël nous offre un panorama presque philosophique du regard, et je trouve que c'est d'une pertinence remarquable. Vous voulez tout de suite, parce que nous disposons de assez peu de temps, je vous le dis tout de suite. On peut passer peut-être à... Alors, ou bien il y a une question, ou bien on globalisera les questions à la fin. Moi. Je suis dans le même mouvement. Parfait. La parole est donc à notre ami, le docteur Michel Jurus. Eh bien, merci déjà aux organisateurs, à Céline aussi qui peut-être nous entendra un jour, lorsqu'elle sera remise. Je voulais donc aujourd'hui beaucoup parler de formation et un peu comme ça s'est fait aujourd'hui, et comme Raphaël vient de le faire, replonger dans mes propres souvenirs de formation. Je tenais déjà à parler de la médecine pour moi, puisque j'en ai déjà parlé ce matin pour la défendre, puisque moi, ça a été un de mes grands moteurs au départ, la médecine, le soin aux malades, le soin au corps. J'ai commencé la médecine en voulant être médecin, plutôt généraliste au départ. Je rêvais d'être psychiatre, c'était après. Médecin généraliste sur le plateau ardéchois, je me voyais bien là-bas au milieu des congères. Et finalement, je suis psychiatre en ville. Voilà, c'est un petit parcours. Mais j'aimais beaucoup la réanimation, la chirurgie, enfin plein de spécialités. Et la vocation est venue un peu plus tardivement en raison de différents événements, ce qui font partie de la formation clinique, hein, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Des événements cliniques, hein. Un qui a été particulier, mais qui est arrivé aussi à un moment particulier de ma vie, c'était que je venais de perdre mon père dans un accident de voiture. Et j'étais externe en réanimation. Il avait 51 ans, moi j'en avais 21. Et j'étais externe en service de réanimation. Et un mois après, un jeune homme de mon âge est arrivé. Il venait de perdre son père à peu près au même moment. Il est arrivé, ce qui était assez étonnant en réanimation, en marchant. Et en fait, il avait une maladie. Le chef de clinique nous a présenté cette maladie qui était comme une paralysie qui était au départ proximale et qui allait s'étendre à l'ensemble du corps. On ne savait pas, on était 2 externes de 4e année, on ne savait pas trop ce que c'était. Grâce au vaccin, actuellement, on en sait un peu plus, puisque c'était la maladie de Guillain-Barré. Et donc le chef de clinique nous avait dit qu'il y aurait vraisemblablement un passage un moment peut-être de réanimation respiratoire, puisque progressivement cette paralysie ascendante allait peut-être amener à une insuffisance respiratoire, et qu'après, bien évidemment, grâce à la science moderne, il passerait cette étape-là. Voilà. Petit à petit, son état se dégradait, mais assez tranquillement. Et un dimanche soir, alors que je rentrais avec ma petite 2 chevaux d'une fête en Ardèche,
je suis passé près de l'hôpital puisque j'habitais à côté et j'ai eu besoin de m'arrêter. Et je suis allé dans le service et je suis allé le voir. Il était à ce moment-là, je ne savais pas s'il était endormi ou inconscient. Les constantes étaient bonnes. Voilà, et je suis resté assis comme ça à le regarder. Et puis je suis parti. Je suis allé me coucher. Et le lendemain matin, quand je suis arrivé, il était mort. Bien sûr, il y avait beaucoup de proximité entre son histoire et la mienne. Et c'était quelque chose qui m'avait assez bouleversé par rapport aux connaissances, par rapport à ce que c'est la connaissance, puisque j'avais eu pour la première fois un cours au lit du malade qui m'annonçait qu'il allait surmonter cette épreuve-là, et il ne l'a pas surmonté. Et puis un autre patient à qui j'ai pensé, qui avait un cancer pulmonaire et des métastases osseuses, et qui était assis sur son lit. Et je le regardais comme ça, on était au mois d'octobre, et je me suis dit, il ne passera pas Noël. Et à ce moment-là, il a levé la tête, il m'a dit « je ne vais pas passer Noël ». Et c'est vrai, il a eu raison, il est mort le 20 décembre. Et tout ça m'a assez bouleversé concernant, en tout cas, moi qui étais très, très médecin, etc., qu'est-ce que c'est la vérité, qu'est-ce que c'est la connaissance, qu'est-ce que c'est toutes ces choses-là, toutes ces interrogations qu'on peut avoir. Progressivement, j'ai commencé un peu à m'intéresser à la psychiatrie. En particulier, on avait comme enseignant Jacques Hockman à Lyon, qui avait des cours brillantissimes, merveilleux. Et je ne m'étendrai pas plus, il avait une autre particularité, c'était les examens. C'est-à-dire qu'en règle générale, lorsqu'on passait les examens, ceux qui avaient la vocation justement sur la psychiatrie, la psychanalyse et tout ça, avaient de très mauvaises notes. Et les branlots, même une fois un qui était malade, l'année où je suis passé, avait plutôt des bonnes notes. Et moi, comme j'étais à mi-chemin, j'ai eu une note moyenne, donc, parce que je n'étais pas encore tout à fait psy, et je quittais la médecine, donc j'étais entre les deux. Et c'est vrai que ça m'avait un peu intrigué, cette façon de corriger, voilà, donc de voir comment des gens qui étaient férus de connaissances, qui étaient passionnés, pouvaient se retrouver d'aussi mauvaises notes. Et puis, en étant externe, puisque j'ai fait un stage d'externe une fois, c'est anecdotique, mais j'étais avec un médecin-chef et l'interne, et il y avait un psychotique qui bouchait les lavabos. Et bon, c'était la grande époque psychanalytique, et donc le médecin-chef dit « Pourquoi vous bouchez les lavabos ?» Et donc le patient, pendant un quart d'heure, se tait. Moi, je regardais tout le monde, je me demandais ce qui se passait. Puis d'un quart d'heure, le patient a dit « Vous savez, pour aller d'un point à l'autre, c'est pas tout droit. Il y a des poubelles. » C'est jamais bien facile. Et puis, il y a eu silence, et puis on a dit la séance est finie. Et moi, je suis resté avec mes questions en disant qu'est-ce que ça veut dire tout ça, mais ça me plaisait plutôt de ne pas trop savoir et de ne pas trop comprendre. Et je suis devenu interne en psychiatrie, et donc à part la première année qui était un peu académique, où on faisait un contrôle de connaissances, chaque année on devait faire un entretien à propos d'un cas clinique avec un psychiatre, et moi c'était Jean Guillotat qui était le professeur de psychiatrie, et sa psychologue Marguerite Audras de la Pastille. Et la première fois que j'ai présenté, moi j'avais l'impression de rien savoir, donc j'ai raconté plutôt une histoire qui s'était mal passée, où j'avais pas bien compris. Et étonnamment, Jean Guillotat et Marguerite Audras s'interrogeaient avec moi, m'interrogeaient, posaient des questions. Et puis finalement, la conclusion était que c'était une situation pas facile. Et alors moi j'étais bluffé, je me suis dit, ils auraient dû m'apporter toutes les réponses. Et ce qui m'a plus étonné, c'est que chaque année, je suis passé avec eux, la troisième année de psychiatrie, la quatrième année aussi, et à chaque fois, j'ai présenté des cas où je ne comprenais pas, et à chaque fois, ils ont été avec cette même attention bienveillante, avec ce regard empathique sur la situation que je pouvais présenter. Et c'était vraiment quelque chose d'important pour moi, peut-être cette forme de modestie, d'humilité qui peut exister face à la clinique, voilà, et aussi peut-être se méfier. Alors moi aussi, un peu comme Raphaël, j'ai croisé aussi d'autres psychiatres qui étaient peut-être plutôt des sachants, voilà, quelle que soit leur formation, c'est-à-dire des gens qui avaient le sentiment de tout savoir. C'est un petit peu ce que j'ai retrouvé à ma formation à l'HAS aussi, où en particulier concernant l'évidence base médecine, on est capable, pour rejoindre la notion de supercherie employée par Bernard Goltz hier,
où on est capable d'enlever les 2/3 d'une définition, puisque l'EBM, c'est les connaissances de la science, mais aussi ce qui concerne l'histoire du malade et aussi la personnalité du médecin. Et ça, c'était gommé. Et c'est vrai que c'était aussi quelque chose qui était, pour moi, assez étonnant qu'une haute autorité de santé, qui n'est pas une autorité du soin d'ailleurs, s'autorise à amputer les 2/3 d'une définition tout en s'affirmant être scientifique. Bref, après, oui, mais je ne vais pas continuer toute ma carrière. Enfin bon, j'ai fait beaucoup de choses. Hein. Je fais du domicile, de l'urgence, etc., etc. De l'urgence à domicile aussi, en tant que psychiatre libéral. Et malgré tout, alors aujourd'hui, j'en arrive à maintenant, j'ai bientôt fini. J'arrive bientôt à maintenant, c'est que finalement, je reste toujours dans cette même interrogation et j'apprends aussi beaucoup des jeunes psychiatres. Voilà. Ce que je sais, ce que l'on sait, c'est ce qu'on en a appris. Ce que l'on ne sait pas, c'est ce qu'il nous reste à apprendre. Et puis je voulais faire un petit clin d'œil à Diderot qui se trouve dans la salle là-haut, qui dit on doit exiger que je cherche la vérité, mais rien que je ne la trouve. Voilà, merci. J'ai été long. Comme promis, on posera les questions après. Il nous reste encore quelques instants, juste le temps de ceci, si ça veut bien marcher, évidemment. Aïe, aïe, aïe. Loup, loup. Bon, décidément, ce truc est très particulier. Tiens, viens, s'il te plaît. Merci. Oui, mais il faut d'abord l'ouvrir. On va peut-être l'ouvrir comme ça. Il veut pas. Ah, ça y est. Voilà, parfait. Alors, attends. On va faire... Donc, il faut... on va l'agrandir. Oui, vas-y. Ici, il faut aller là. Ah, voilà, là. Attends, voilà cette... Tiens, vas-y, vas-y. Voilà. Attends, alors maintenant on va remonter. Ouh là 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 là. On va remonter ici. On ne peut pas faire... Non, non, c'est pas bon. Oui, oui. Ah, oui, d'accord. Allez. Voilà, allez. Espérons. Oui, je vais être très bref, en fait, parce que nous avons peu de minutes. Voilà. Alors, attends, je vais simplement me coller. C'est très dur de pratiquer comme ça à distance. Je ne sais pas. Voilà. Là, c'était la présentation que je vous ai faite tout à l'heure. Bien sûr, bon, c'est pour aller vite, hein, on passe. Je me représente là, mais ce n'est pas grave. Donc, moi, je suis donc neuropsychiatre. C'est vous dire l'antériorité, n'est-ce pas ? Et donc, à l'origine de ma question posée pour cette intervention, un interne, chef interne en l'occurrence, qui terminait, et que nous accompagnions avec Josiane Vidal, ici présente à Montpellier, lors de leur congrès national des internes en psychiatrie, le CNIPSI, et où Alpha-Psy avait été donc partenaire financier en l'occurrence, et culturel, on va dire, voilà, professionnel en tout cas, et cet interne, ce chef interne, après discussion, etc., et notamment à propos d'Alpha-Psy, me dit, oui merci, qu'est-ce que je fais là ? Me dit, merci, mais dites-moi, qu'est-ce qu'un patient ? Parce que nous, on termine notre formation, et on ne sait pas ce que c'est un patient. Il est allé s'installer quelques mois plus tard chez toi, ma chère Malika, c'est-à-dire à Casablanca. Ah non, pas chez toi, pardon. À Rabat, à la capitale. Et il ne savait pas ce qu'était un patient. Enfin, façon de parler peut-être, certes, mais il disait, on a été formé aux neurosciences, on est très très bien formé à Montpellier. Mais on ne sait pas ce que c'est qu'un patient. Et on est parti là-dessus, c'est la question que je vous pose, que je mets, disons, ici, comme sujet d'intervention. En fait, ça m'a donné l'occasion bien de rappeler l'histoire de notre formation,
que je ne vais pas rappeler trop ici, mais surtout de revenir sur ces deux éléments qui me surgissent à ce moment-là sur l'éthos du sujet, son disque dur, comme je dis ici, n'est-ce pas, son par-lettre, et puis le pathos, son logiciel soft, mou, en tant que langage de sa souffrance. Bon. Et entre les deux, et ce sera grosso modo la thèse de mon intervention, le sujet erre. On parlait d'errance tout à l'heure, de cohérence, nous y voilà. Alors de cette idée de l'errance du sujet face à souffrance, légitime que l'on se pose cette question, mais qu'est-ce donc qu'un patient? Est-ce un usager, un individu, un consommateur, etc., voire un malade? En tout cas, porteur d'une pathologie version pathos, à laquelle il s'identifie carrément, on l'a dit ce matin d'ailleurs, faute de mieux évidemment, sous la forme du malaise, etc., au point d'apparaître tel un objet d'observation et de traitement selon le schéma de ce que je nomme, dans ma terminologie à moi, clinique de l'objet. Ou bien, est-ce une personne, un sujet, un humain porteur d'une souffrance, quelle que soit sa nature, version ethos cette fois, sous la forme d'un mal-être, non plus d'un malaise, duquel il cherche plus ou moins à se démarquer par un travail de résolution. J'ai parlé de scène résolutive ce matin, voilà le mot qui revient, selon une approche clinique psychodynamique que je nomme pour ma part, et j'y tiens, clinique du sujet. Mais en fait, le patient, c'est tout à la fois, bien sûr. C'est un malade, humain, souffrant, mais aussi de façon consubstantielle. Le mot est important. Une personne en demande de partage d'écoute et de soins avec un autre humain supposé savoir de ce qu'il en est de cette souffrance. C'est là que je nomme, pour ma part, ma pratique en quelque sorte, c'est la pratique de la clinique de l'intersubjectivité, ou autrement appelée en termes psychanalytiques, clinique du transfert. Quand on en est là, on peut se poser la question des classifications. On en a beaucoup parlé hier, avec en priorité évidemment celles qui sont les plus classiques, les nosographiques, et qui reposent sur l'apparence des symptômes, c'est-à-dire la surface des choses. C'est le regard froid dont parlait Raphaël tout à l'heure. En Occident, c'est l'observation objective, etc., qui ont fait l'histoire et la grandeur de la psychiatrie européenne, et française en particulier. Dans les pays plus traditionnalistes, eh bien, ce sont les traditions culturelles qui ont elles aussi leur modèle classificatoire, mais beaucoup plus soft, on va dire. Dans notre époque postmoderne, c'est évidemment, en particulier, c'est là qu'on pense DSM, SIM et autres classifications françaises des maladies mentales. Alors, ces classifications ont en commun de refléter la surface des pathologies par laquelle le malade offre à voir, on a l'histoire du regard, son symptôme en tant qu'objet de soin. Et puis, il y a les classifications, on va dire, plus avancées, quand même, structuralistes. Alors, évidemment, la psychanalyse est au premier rang d'entre elles, moins reconnue en ce sens qu'elle ne repose plus sur le symptôme lui-même, mais sur ce que Lacan, comme le disait ce matin Josiane Vidal, appelle le symptôme, c'est-à-dire ce néologisme complexe dont je ne reviens pas pour dire que c'est un langage par où le sujet s'exprime. Ces classifications renvoient aux topiques freudiennes et à la topologie lacanienne, toutes deux relatives aux névroses, psychoses et perversions, qui ont été grosso modo pour ceux de ma génération l'un des meilleurs supports de repérage, justement, et de travail sur le plan clinique. Mais pour ma part, j'ai avancé et j'en ai fait une troisième catégorie, celle du transfert. La classification du transfert, c'est-à-dire elle est encore moins visuelle, elle est plus subtile, c'est celle où le patient devient l'analysant d'une manière globale et le praticien l'analyste.
puisque de la formation qui est la mienne, évidemment, être analyste, c'est une position dont je ne me départis jamais, c'est-à-dire qui fait partie intégrante de mon accueil de celui qui vient formuler sa demande. Ensuite, les pratiques vont évidemment varier, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a dans l'approche, dans la rencontre entre analysant et analyste, au sens large du mot, je le répète, un aspect consubstantiel de l'approche diagnostique et thérapeutique. On ne peut pas les dissocier. Si bien que qui disait ce matin encore ou hier, je ne sais plus, il faut quelques secondes à quelques minutes, je crois que c'est Alain Vanier qui disait quelques secondes à quelques minutes pour savoir ce que l'on va faire. Faire le diagnostic et déjà mettre en œuvre le traitement. On n'a pas beaucoup de temps quand on reçoit un patient dans le domaine de la psychiatrie, en tout cas de pratique libérale, car vous avez compris que j'étais plutôt de pratique libérale, et institutionnelle aussi, mais médico-sociale. C'est les deux aspects. C'est très important parce que l'un complète l'autre et enrichit l'autre. Cette mutualité des pratiques est absolument, pour ma part, indispensable. Et notamment, j'en profite pour le dire aussi, dans le domaine et de l'enfance, la pédopsychiatrie si vous voulez, et dans le domaine de la transculturalité, ça me paraît très très important, et je vous en dirai plus une autre fois, comme par exemple mon travail auprès, non pas des SDF cette fois, mais des détenus de longue durée, pour lesquels j'ai travaillé pendant des années dans une centrale, et c'est assez extraordinaire. Alors donc, il y a donc dans ce rapport de consubstantialité entre diagnostic et traitement, la mise en place d'une clinique du transfert intersubjectif qui s'impose presque aussitôt. Alors c'est d'ailleurs un danger, parce que ça va très vite. Mais c'est vrai que c'est à partir de là qu'on s'approche au plus près, je vais très vite, de ce qu'est un patient. Et comment ? Eh bien, l'opération soignante, elle met en jeu la dimension inconsciente de l'être du sujet, soignant, d'une part, mais aussi celle de l'être du sujet soigné, d'autre part. Et cette alliance des deux champs inconscients exige un cadre de soins partagé, respectueux du lien opératoire en place, au point que la notion de patient, à son tour, devient consubstantielle de celle de soignant. C'est-à-dire qu'il y a une imbrication très complexe et profondément opératoire, mais extrêmement dangereuse, d'où l'importance du cadre. Et en effet, cette consubstantialité exige, la mise en place de ce fameux cadre opératoire strictement réservé à l'usage du patient concerné et non pas forcément du collectif, encore que, au point de vue institutionnel, on peut aborder la question du collectif et d'y mettre un cadre tout aussi exigeant que celui du particulier. Et deuxièmement, au moins aussi important, et ça rentre dans le cadre évidemment, la référence éthique, bien connue de l'éthique analytique, mais pas que. Référence éthique rigoureuse, support fondamental, exclusif du transfert. Analyser ou non, ça veut dire qu'on ne soit analyste ou pas. Il y a du transfert dans toute rencontre entre patients et praticiens. Et du coup, la question donc de cette éthique est très importante, car entre patients et praticiens, existe une asymétrie des places, soignant-soigné, et pour qu'elle fonctionne, du fait de la mise en tension élaboratrice soignante, il faut qu'il y ait une éthique absolument rigoureuse, pour dire les choses simplement, un respect de la parole, j'allais dire, donnée et reçue. Donnée et reçue. Du coup, voilà, je vais
quasiment faire la conclusion en vous disant, mais quelle réponse j'ai donnée à mon chef interne, là? Un patient est un être parlant, porteur d'une souffrance qui, dans un contexte de réalité ou de pratique soignante, je ne l'ai pas dit comme ça, mais je vous le résume, formule une demande de soins à l'adresse d'un praticien, sinon il n'y a rien, lui-même autre sujet de langage, il en faut bien deux, pour que dans ce cadre éthique, ensemble, ils parviennent à en dire quelque chose qui puisse devenir éventuellement plus supportable. Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin pour aujourd'hui, c'est l'heure. Merci. Vos questions. Je vais peut-être revenir. Dans le cadre opératoire des patients détenus que vous avez évoqué, je suis là. Pardon, attendez. Je suis là, voilà, à votre droite. Ah, voilà. Merci, donc, dans le cadre opératoire des patients détenus, qui formule la demande de ce travail fondamental et merveilleux qui est l'analyse? Parce que, comme on le sait tous, en milieu carcéral, les soins, peu importe quels soins, se réalisent avec l'accord des patients détenus. Vous les informiez, vous leur disiez, voilà, j'exerce ici. Non. Non. C'est pas ça. Ma plaque, celle que j'aurais pu vous afficher, c'est neuropsychiatre. On vient voir un neuropsychiatre. C'est-à-dire, entre guillemets, un spécialiste des nerfs. Et je ne dis jamais que je suis psychanalyste. Ou alors, vraiment, à la fin, quand quelque chose est déjà bien avancé, etc., et qu'on peut donc avancer dans le langage. Mais je reçois comme un médecin, parce que quand même, il y a ça, médecin. Et neuropsychiatre, je l'ai dit, c'est-à-dire médecin, spécialiste des nerfs, avec remboursement sécurité sociale, au départ, parce que ça commence comme ça. Et puis, je vais vous donner juste une petite vignette comme ça, mais je l'ai déjà donnée à Istanbul, celle de cette jeune femme, journaliste, qui vient parce que son chirurgien lui dit « Allez voir un psy, parce que vous ne pouvez pas être opéré du cancer que je vais vous opérer donc dans 3 semaines, parce que vous avez peur d'être anesthésié. » Vous vous souvenez, vous qui étiez à Istanbul avec nous? Bien, ben, je la reprends, cette petite histoire, parce qu'elle est emblématique. Elle est venue voir un neuropsychiatre en disant « Mais je ne suis pas folle !» Je dis « Je comprends bien que vous n'êtes pas folle. C'est une journaliste du journal local. » etc. Mais quand même, une petite question, je vous renvoie ça, c'est tout. Comment vous allez être opéré? 25 ans. 25 ans. Vous allez être opéré dans 3 semaines d'un cancer de l'estomac envahissant, cancer envahissant de l'estomac, pardon, avec des cellules anaplasiques partout, les marqueurs. Bon. Et c'est de l'anesthésie que vous avez peur et que finalement ça vous bloque. Il y a quelque chose qui... Bon, je ne sais pas plus. Écoutez, si vous voulez bien, je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine et on en reparle. La semaine d'après, elle revient. Ça l'avait questionné. Elle me dit « Ah, mais il faudrait que je vous parle de ma mère. » Ah bon? Oui, en gros, hein, je vous résume tout ça, bien entendu. Deuxième séance, donc, et elle me raconte que sa mère, à 25 ans, avait souffert elle aussi de l'estomac, etc. Or, en fait, elle était enceinte de cette propre jeune femme. Elle s'arrête là, je dis, ça donne à réfléchir peut-être, etc. Elle revient une 3e fois, parce que quand même là, elle dit, je reviens, alors qu'elle était complètement opposée, n'est-ce pas? Elle revient une 3e fois, elle me dit, ah ben, il faut que je vous dise d'abord une chose importante, c'est que les marqueurs, ils ont plongé, et ils ne m'opèrent plus. Il a dit qu'il les remettait plus tard, on verra. J'ai rien compris. Je dis, moi non plus. Mais une chose est sûre, c'est que ça a produit un effet. Et là, elle fond en larmes, etc. Et elle comprend qu'elle est en quelque sorte le cancer de sa mère, qu'elle était en train de rejouer par amour et haine à la fois. Mais ça, je ne rentre plus dans le détail. Et donc, on s'est arrêté là-dessus. On a fait un travail, je dirais, analytique au sens plein du mot, mais en 3 séances. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est-à-dire qu'elle est arrivée sans savoir pourquoi elle venait chez un psy, au contraire, elle ne voulait même pas venir. Et en fait, elle a dénoué son affaire en 3 séances, parce que ça se présentait bien. Et elle est toujours vivante. Voilà, ça c'est important. C'est ça la magie du transfert. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui, oui. Bien sûr, on en rediscutera dans un autre cadre de la question des patients détenus éventuellement. Je voulais juste ajouter un petit remarque. Qui Pardon. Je suis un psychologue brésilien et pendant mes études et pendant mes stages, ta question m'a fait penser à un petit rappel que ma tutrice des stages toujours m'a dit que, notamment pendant les supervisions, parce que j'étais toujours un peu pressé, je pense, comme étudiant, parce que j'avais aussi cette envie d'aider, de soigner quelqu'un. Et peut-être on est un peu perdu pendant le début, on ne sait pas quoi faire. Et elle a toujours me rappelé que c'est à nous, c'était à moi d'être patient. Et parce qu'on est toujours un peu soumis à le temps de l'autre. Parce que je pense que c'est un peu comme ça. Et ta question me fait penser à ça. C'est à nous d'être patient. Alors, ça renvoie à plein de choses, là encore. Patient, impatient, par exemple. Hein. La patience a des limites. Ce que vous dites là renvoie justement à la question du cadre et de l'éthique, c'est-à-dire du respect au sens le plus noble et le plus profond, au sens presque philosophique du mot éthique, en tout cas analytique, ça c'est sûr. Hein. Je dis parole donnée, hein. C'est important. Un patient reste un patient, et qui plus est, vous avez noté, sans aucun doute, tout le monde l'a noté, pour un praticien, c'est mon patient, mais pour le patient, c'est mon médecin. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de relation de possession mutuelle. On est vraiment ensemble, n'est-ce pas? Donc, un patient, c'est quelqu'un qui sent très très bien qu'il est accueilli, accompagné, en sécurité, et qu'il va se passer quelque chose dans cet espace transférentiel, parce que ce qui joue, c'est ni le patient qui se soigne tout seul, ni le praticien qui est un super soignant. Non, non, non. C'est entre les deux que les choses se passent. C'est pour ça que je parle d'intersubjectivité. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est dans cet espace que quelque chose se passe d'inconscient à inconscient, pour une bonne part, d'ailleurs. Pour une bonne part. C'est-à-dire que c'est dans l'invisible. Mais ça peut se dire au bout de... Et là, évidemment, c'est... la qualité du praticien qui, par sa formation, son savoir, et aussi son œil, c'est-à-dire faire passer du froid au chaud, qui arrive à percevoir des choses que le patient redécouvre en lui. Parce que le patient il est dans une position de savoir qu'il ne sait pas qu'il sait. C'est ça le paradoxe incroyable. Et que le praticien... il est supposé savoir, mais son travail va être de faire en sorte que ce que le patient sait qu'il ne sait pas qu'il sait, ben finalement, il va en savoir un petit quelque chose et il va essayer de s'en sortir avec. Voilà. En gros, c'est un tripatouillage, hein, il faut le rappeler. Il n'y a rien de préétabli, pas de protocole, évidemment. Il faut vraiment... il faut rentrer un peu dans l'inconnu. Mais ça... ce que je vous dis là, ça n'est pas une question de psychiatre ou de psychologue ou même de psychanalyste, c'est une question d'homme parlant, d'humain. Voilà. Et c'est pas de l'empathie non plus. Il y a une marge entre les deux. L'empathie, c'est quand je vous comprends, c'est un peu la compassion. On va dans ce rang, plutôt sur ce registre. Mais quand on fait du soin, on n'est pas forcément ni dans l'observation froide, objective, ni même dans la simple empathie, bien qu'il en faille, évidemment, mais on va un petit peu plus loin pour que quelque chose se passe dans cette intersubjectivité. Et je pourrais vous raconter des milliers, allez, oui, des milliers de patients, j'en ai eu, et un grand nombre où ça s'est passé vraiment sur ce registre-là, de façon extraordinaire, jusqu'à la fin où, quand j'ai pris ma retraite, on m'offrait à boire sur mon bureau. Mais ça, c'est encore autre chose, on en parlera ailleurs. C'est l'heure. Il faut savoir attendre.
Il faut savoir attendre. Ah oui, oh oui. Faut pas se presser. Voilà, mes amis. Est-ce que je peux... il y a encore une question, pardon. Une question, oui, s'il vous plaît. Attends. L'intervention de Raphaël m'a intéressée parce que je me suis souvent demandé comment je pouvais, après près de 50 ans de psychiatrie, comment je faisais il y a 50 ans. Comment c'était possible que je puisse avoir cette capacité qui me semble avoir un peu plus maintenant à être vraiment capable d'être un bon psychothérapeute. Et ce qui m'est venu, c'est que ce que tu appelles le mélange de regard froid et chaud, pour moi, c'est la qualité de présence. Et la qualité de présence, je pense, est au-delà de l'âge. C'est-à-dire que je ne pense pas avoir fait à 25 ans plus de bêtises que maintenant. Et parce que j'étais là avec ma présence. Bien sûr, ce n'était pas une présence qui pouvait rester figée à cet âge-là. Et donc, j'ai développé parallèlement à l'évolution de ma vie, des connaissances et tout, qui ont fait que ma qualité de présence, j'espère qu'elle est à peu près identique. Donc, ce n'est pas qu'une histoire de formation, à mon avis. C'est vraiment une histoire d'être près de soi. Et je me suis posé la question parce que je suis hypnothérapeute depuis 20-25 ans et que ça m'a beaucoup soulagée. J'ai essayé avant la psychanalyse, j'ai essayé plein de choses, l'art-thérapie, et que j'ai compris que, comme Paul l'a très bien exprimé tout à l'heure, mais j'ai compris que c'était le patient qui sait. Et à partir de là, ça m'a beaucoup soulagée. Et j'ai eu l'impression que peut-être je ne le savais pas suffisamment dans mes jeunes années, mais peut-être que je le savais quand même, mais d'une autre façon. Voilà.